Lorsque j'ai décroché ce poste, c'était comme un rêve devenu réalité. Pour quelqu'un comme moi, qui a toujours préféré la solitude et la lecture à la compagnie des autres, le travail de garde forestier dans une tour de guet semblait parfait. Travailler dans le Walmart local de nuit n'était pas ce qu'on pourrait appeler un emploi épanouissant. L'ambiance y était morne, les clients rares et souvent étranges, et la solitude que j'appréciais tant se faisait écrasante sous les néons blafards et le bourdonnement constant des réfrigérateurs. Alors quand j'ai vu cette annonce pour un poste de garde forestier, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai postulé sans trop y croire, mais lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'avais obtenu le poste, j'étais littéralement aux anges. Ils m'ont fait suivre 1 semaine de formation avant ma première garde, et bien que la plupart du temps, ce fut des lectures ennuyeuses et des tests de réanimation, je n'étais pas du tout découragé. Au contraire, je me sentais de plus en plus prêt pour ce nouveau départ. Le jour où j'ai été conduit à ma tour pour la première fois, j'étais plein d'excitation. En plein jour, la tour était une structure imposante, un phare de métal perché au-dessus de la mer d'arbres. Les pylônes métalliques qui soutenaient la tour s'étiraient vers le ciel comme les bras d'un géant, et l'échelle en colimaçon qui y menait semblait sans fin. En arrivant à la base de la tour, j'ai ressenti pour la première fois une légère appréhension. Peut-être était-ce le vide qui s'étendait autour de moi, ou la pensée que je serais seul, totalement isolé dans cette tour, mais mon enthousiasme a commencé à s'effriter. Néanmoins, je n'avais pas l'intention de laisser la peur me dicter ma conduite. Je me suis résolu à grimper les marches une à une, en m'accrochant fermement aux rambardes rouillées qui crissaient sous mes doigts. Le chemin vers le sommet de la tour semblait interminable. Les marches métalliques grinçaient sous mes pas, chaque écho amplifié par l'espace ouvert autour de moi. En montant, j'ai jeté un coup d'œil vers le bas et mon estomac s'est retourné en voyant la terre se rétrécir en un patchwork de verdure lointain. Mes mains étaient moites et je sentais une légère sueur perler sur mon front. Ce n'était pas tant la hauteur qui me dérangeait, mais plutôt la sensation de vulnérabilité, comme si j'étais suspendu dans les airs sans aucun filet de sécurité. Pourtant, je me forçais à avancer, un pied après l'autre, jusqu'à ce que j'atteigne enfin la trappe en bois qui donnait accès à la cabine d'observation. Une fois à l'intérieur, j'ai été frappé par l'étrange contraste entre l'extérieur austère et l'intérieur relativement accueillant. La pièce, bien que petite, était aménagée de manière fonctionnelle et presque confortable. Il y avait un petit réfrigérateur, un évier, un comptoir avec des placards et une table au centre sur laquelle une carte était fixée. Des fenêtres panoramiques offraient une vue à couper le souffle sur la forêt environnante. C'était comme un appartement en miniature, suspendu au-dessus des arbres, un refuge dans lequel je pourrais me perdre des heures durant. J'ai fait un tour rapide de l'intérieur, vérifiant chaque détail, m'imaginant déjà les longues nuits tranquilles que je passerais ici, à lire et à capturer des images époustouflantes avec mon appareil photo. Le garde forestier qui m'avait accompagné jusqu'ici, un homme plus âgé au visage marqué par des années passées dans ces bois, m'a expliqué les responsabilités qui m'incombaient. Nous travaillions par quart de 24 heures, ce qui signifiait que je devais rester vigilant même pendant la nuit, avec des rondes toutes les heures pour surveiller les éventuels départs de feu. « Il y a des moments où tu devras dormir », m'avait-il dit, « mais assure-toi de régler une alarme pour te lever chaque heure. Pendant la journée, les vérifications sont plus fréquentes, toutes les 30 minutes. » Il m'a montré comment utiliser la radio pour signaler toute anomalie et il a insisté sur l'importance de ne jamais quitter la tour avant d'avoir été relevé. « Peu importe ce qui se passe », a-t-il ajouté d'un ton grave, « reste dans la tour, c'est crucial. » Je l'ai suivi en descendant les escaliers pour récupérer mes affaires dans la voiture. En me regardant transporter mes sacs, il avait l'air soucieux, comme s'il voulait me dire quelque chose d'important, mais il se contenta de me souhaiter bonne chance avant de monter dans son camion et de disparaître dans le crépuscule. J'ai dû faire 3 voyages pour tout monter, et à chaque fois le poids de mes affaires semblait plus lourd, les escaliers plus raides. Lors de mon dernier voyage, j'ai failli trébucher sur une marche, manquant de peu de basculer dans le vide. Mon cœur a battu la chamade pendant un long moment, et je me suis demandé si ce travail serait vraiment aussi idyllique que je l'avais imaginé. Une fois tout installé, je me suis effondré sur la chaise, épuisé. La vue depuis la tour était magnifique, avec les sommets et les vallées s'étendant à perte de vue dans toutes les directions.
C'était un véritable paradis pour un photographe, et je me réjouissais déjà à l'idée de capturer ces paysages avec mon appareil. Mais alors que je m'apprêtais à savourer une petite sieste bien méritée, un grésillement soudain émana de la radio. J'ai sursauté, attrapé l'appareil et murmuré un « allô » incertain. Il n'y eut aucune réponse, juste le silence statique. J'ai supposé que c'était un rappel du garde précédent pour m'assurer que je faisais bien ma première vérification, mais le transport des charges lourdes dans les escaliers m'avait déjà fait perdre près d'une heure. Avec un soupir, j'ai fait un tour rapide de la pièce, scrutant la forêt par les fenêtres pour y déceler la moindre trace de fumée, mais tout semblait en ordre. Ayant terminé ma première ronde, je me suis récompensé avec une gorgée d'eau, puis j'ai entrepris de ranger les provisions que j'avais apportées. Les placards n'étaient pas vides, mais leur contenu était plutôt spartiate, principalement des boîtes de haricots au four. Ce n'était pas le repas le plus excitant, mais ça suffirait pour quelques jours. J'ai posé le pain sur le comptoir, rangé les charcuteries dans le réfrigérateur et me suis promis de ramener des provisions plus appétissantes la prochaine fois que je ferai des courses. Le soleil commençait à se coucher, plongeant la forêt dans une lumière dorée et apaisante. J'ai pris mon appareil photo et capturé des clichés incroyables du paysage, savourant chaque instant de ce spectacle naturel. Mais alors que la nuit tombait, l'atmosphère changea subtilement. Le silence de la forêt devenait de plus en plus oppressant, et je me rendis compte à quel point j'étais seul. La nuit noire envahit la tour, et je compris que faire des vérifications visuelles depuis l'intérieur, avec les lumières allumées, serait presque impossible. Chaque fenêtre se transformait en un miroir reflétant mon propre visage, accentuant le sentiment d'isolement. Je décidai de sortir sur le pont entourant la tour pour faire ma ronde. L'air frais de la nuit m'accueillit, mais l'obscurité totale qui m'entourait était presque palpable. Les silhouettes des montagnes se découpaient à peine contre le ciel étoilé, et seule la lueur lointaine de la ville offrait un semblant de réconfort. Après avoir terminé mon tour, je rentrai à l'intérieur et éteignis les lumières principales pour atténuer l'éblouissement. La pièce s'enveloppa d'une lueur douce et tamisée, propice à la détente, peut-être un peu trop. Je sentis la fatigue me gagner et m'allonger sur le lit de camp, fermant les yeux pour une courte sieste. Je me réveillai en sursaut au son de la radio qui grésillait à nouveau. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était 2h12 du matin. Mon cœur s'accéléra. La voix à la radio était faible, presque inaudible, mais elle murmurait un « aidez-moi » qui résonna dans la pièce comme une supplication désespérée. Une sueur froide coula le long de ma colonne vertébrale. Les étranges règles que j'avais lues plus tôt me revinrent en mémoire, et une peur irrationnelle s'empara de moi. J'éteignis rapidement la lumière, plongeant la pièce dans une obscurité complète. Mes yeux s'ajustèrent lentement et je fixai la fenêtre. Était-ce mon imagination, ou y avait-il vraiment quelqu'un qui me regardait de l'autre côté? Le grésillement sur la radio se fit à nouveau entendre et la voix se précisa. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » J'étais pétrifié. Ma main se tendit instinctivement vers la radio, mais quelque chose m'incita à vérifier l'heure avant de répondre. 2h23 du matin. J'hésitais, partagé entre l'envie de répondre à cet appel à l'aide et la crainte de ce qui pourrait arriver si je le faisais. Et si ces règles n'étaient pas simplement une blague pour effrayer les nouveaux? J'avais déjà enfreint une règle en laissant les lumières allumées plus tôt. Que se passait-il si l'on enfreignait ces règles? Le silence s'étira, interrompu seulement par le grésillement de la radio qui semblait vouloir envahir l'espace de la petite pièce. Une lutte intérieure se déroulait en moi. Le devoir me poussait à répondre, mais la peur me paralysait. À chaque minute qui passait, l'appel se faisait plus pressant, la voix plus désespérée, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence, lourd et oppressant. Enfin, les aiguilles de l'horloge atteignirent 3 heures. Je pris une profonde inspiration et saisis la radio. À tous ceux qui appellent à l'aide, veuillez indiquer votre position pour que je puisse envoyer des secours, déclarai-je d'une voix tremblante. La réponse fut immédiate, mais ce n'était pas celle que j'attendais. « Tu es qui ?» demanda une voix à l'autre bout de la radio, claire et ferme. « C'est le garde forestier en poste à la tour de guet, répondis-je. « Eh bien, garde forestier, j'étais sur cette fréquence toute la nuit et c'est la première voix que je vous entends. » Mon cœur se serra. « Ce n'est pas possible, balbutiai-je. J'ai reçu plusieurs appels à l'aide au cours de la dernière heure. »« Es-tu sûr ?» insista la voix.
Absolument, répondis-je, bien que l'assurance dans ma voix s'effritait. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu jusqu'à maintenant? La question me laissa sans voix. Comment pouvais-je expliquer que c'était à cause de règles bizarres griffonnées sur une feuille volante? Je tentais de balayer l'angoisse qui montait en moi, mais la voix à la radio devint soudain plus grave, plus rauque, comme si elle se métamorphosait en quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. Tu veux dire que tu n'as pas répondu parce que tu avais peur des règles? La phrase résonna dans ma tête comme une accusation. Un frisson parcourut mon échine. J'avais éteint les lumières, laissant la pièce plongée dans une obscurité totale, mais je me sentais plus exposé que jamais. Je me levai et fis un tour lent de la pièce, jetant des coups d'œil furtifs par les fenêtres, à la recherche de cette présence qui m'avait semblé si réelle plus tôt. « Tu peux regarder autant que tu veux, mais tu ne me verras pas, » dit la voix avec malice. « Il est plus de 3 heures, rétorquai-je, tentant de garder mon calme. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. » La voix éclata d'un rire glacial qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Normalement, tu aurais raison, reprit-elle, mais tu as enfreint les règles. » Mon sang se glaça. « Et si je ne connaissais pas les règles ?» tentai-je de répliquer, la peur perçant dans ma voix. « Tu savais, répondit-elle presque en chantant. Tu as été averti. » Je sentis mes jambes se dérober sous moi alors que je tombais sur la chaise, tremblant de peur. « Alors, que veux-tu » murmurai-je, redoutant la réponse. « Nous avons faim, répondit la voix. Mais cette fois, elle ressemblait à un chœur de voix hurlantes en même temps, comme si plusieurs entités parlaient à travers la radio. J'étais pétrifié. Le pistolet de détresse, pensai-je soudain. Je me levai d'un bond et me précipitai vers le placard où étaient rangées les fournitures d'urgence. J'attrapai le pistolet et les fusées avant de sortir sur le pont. Le spectacle qui m'attendait en bas me coupa le souffle. Une douzaine de créatures, ressemblant à des animaux mais avec des yeux brillants de malveillance, encerclaient la tour. Elles étaient là, silencieuses, me fixant comme si elles attendaient un signe. Sans réfléchir, je chargeai la première fusée et tirai en l'air. La fusée monta haut dans le ciel avant d'exploser en une gerbe rouge, éclairant brièvement la forêt en contrebas. J'attendis 1 minute, puis tirai la seconde fusée, suivant des yeux sa trajectoire jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je rentrai précipitamment à l'intérieur et me barricadai dans la salle de bain, comme l'indiquaient les règles. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque coup sur la trappe résonnait dans tout mon être. Je savais que ces créatures ne partiraient pas tant que je ne les aurais pas affrontées, mais comment pouvais-je lutter contre quelque chose d'aussi surnaturel? J'entendais des pas lourds sur les marches de la tour, se rapprochant de plus en plus. Chaque coup faisait trembler les murs de la tour, et je savais que la structure ne tiendrait pas longtemps sous ces assauts. Plus haut comme un signe du destin, j'entendis le bruit d'un moteur de camionnette en approche. Mon cœur s'emplit d'espoir. Le vrai garde forestier était là, ma salvation. J'entendis les bras de pas cesser, remplacés par des coups de feu retentissants. Le vacarme était assourdissant, résonnant dans le silence de la forêt. Les coups sur la trappe cessèrent immédiatement. « Le secteur escroc dégagé, garde forestier », dit la voix à la radio. « Tu peux ouvrir la porte maintenant. » Mon premier réflexe fut de m'exécuter, mais une hésitation me retint. Une faible transmission, presque imperceptible, se fit entendre. « Non, s'il vous plaît », murmura la voix. Un battement de cœur plus tard, des cris terrifiants se firent entendre sous la tour, des cris de douleur, de terreur déchirants, qui ne pouvaient venir que d'un homme aux prises avec une force monstrueuse. Je restais figé, incapable de bouger, alors que les cris se prolongeaient, s'éloignant peu à peu jusqu'à se fondre dans un silence terrifiant. Je me laissais glisser contre le mur, me recroquevillant en boule, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar dont je me réveillerais bientôt. Lorsque je repris conscience, des voix me parvinrent, lointaines mais humaines. J'ouvris les yeux et vis des personnes en uniforme bleu, des secouristes qui m'entouraient. Mon premier réflexe fut de reculer, paniqué, cherchant à m'éloigner d'eux. « Calmez-vous, » dit l'un des secouristes, sa voix rassurante mais ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Mon esprit luttait pour comprendre où j'étais et ce qui s'était passé. En regardant par la fenêtre, je vis que le jour s'était levé. Le soleil brillait à travers les nuages, et la forêt était calme, paisible même. Tout ce qui s'était passé la nuit précédente me revint en mémoire comme un coup de poing à l'estomac. Je scrutai la pièce, cherchant des traces de l'horreur que j'avais vécue, mais tout semblait normal.
Je ne suis pas blessé, dis-je finalement d'une voix faible à l'ambulancier. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici ? Demanda un garde forestier qui se tenait derrière eux, son regard perçant et insistant. Je jetai un œil au manuel qui contenait les règles et, pendant un instant, je pensais à lui dire de les lire. Mais je n'en avais pas la force. Non, fut tout ce que je pus répondre. Je veux juste rentrer chez moi maintenant. Le garde forestier me dévisagea un instant, frustré par mon silence, mais il finit par soupirer et hocher la tête. « Vas-y, dit-il finalement, mais je veux te voir demain pour en discuter. » J'acquiesçai faiblement, me levant avec difficulté. Mes muscles étaient raides, mes nerfs à vif. Je rassemblai mes affaires et me dirigeai vers la trappe. Elle avait été ouverte de force, probablement avec une hache. Je m'arrêtai en haut des escaliers, jetant un regard craintif vers le bas. Les secouristes étaient occupés à ramasser des douilles et à examiner des traces de sang, mais il n'y avait aucun corps, ni humain ni animal, juste une traînée de sang qui disparaissait dans les bois. Je restai figé sur la dernière marche, hésitant à poser le pied sur le sol, comme si je craignais que quelque chose m'attende. Mais finalement, je pris mon courage à deux mains et descendis. Je me précipitai vers ma voiture, la démarrai et partis aussi vite que possible. Alors que je tournais sur la route de gravier, un cerf surgit devant moi. Je freinai brusquement, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. Il ne bougea pas, me fixant intensément. En regardant de plus près, je vis du sang sur son nez et sa bouche. Mon cœur manqua un battement lorsque je remarquai un morceau d'insigne de garde forestier accroché à l'un de ses bois. Ses yeux croisèrent les miens et un frisson glacé parcourut mon échine. Je mis la voiture en marche arrière, puis en première, contournai le cerf et enfreignis toutes les limitations de vitesse pour rentrer chez moi. Dès mon arrivée, j'appelai mon patron et démissionnai. Je ne pouvais plus retourner là-bas, plus jamais. Je fis mes valises et commençai à chercher un emploi en ville. Peut-être qu'un poste dans un entrepôt tranquille serait plus adapté, un endroit où les seules règles à suivre seraient celles des horaires de travail. Mais une chose était certaine, si jamais je tombais sur des règles étranges, cette fois je m'en irais sans poser de questions.